précédente, on a vu ce qui se passe lorsqu'on réalise une mesure sur un état intriqué tel que l'état de Bell qui est écrit ici. En particulier, on a vu que si on mesure la particule A dans la base plus A moins A, eh bien, on va obtenir le résultat plus avec une probabilité 1,5, et que dans ce cas, le système est projeté sur l'état plus A plus B. On a de même une probabilité 1,5 de mesurer l'état moins, et le système est alors projeté sur l'état moins A moins B. Ça signifie que si on mesure à présent la particule B, eh bien, il va y avoir de très fortes corrélations entre les détections du côté de la particule A et du côté de la particule B. En particulier, on peut introduire, pour quantifier ces corrélations, le coefficient de corrélation C, qui par définition est l'espérance d'une variable aléatoire qui vaut plus 1 si on obtient le même résultat pour la particule A et B, et moins 1 si on obtient des résultats différents. Donc ce coefficient de corrélation va être donné par P++, la probabilité de mesurer les deux particules dans l'état plus P-, la probabilité de les mesurer dans l'état moins la probabilité d'obtenir des résultats différents, P+- plus P-. Dans ce cas précis, puisque on mesure systématiquement les particules dans le même état, eh bien, cette quantité vaut 0 et on obtient un coefficient de corrélation de 1. Alors la question d'expliquer d'où viennent ces corrélations parfaites lorsqu'on effectue des mesures sur un état intriqué, eh bien, a donné lieu à l'une des controverses les plus importantes scientifiquement du XXe siècle. D'un côté, Einstein, Podolsky et Rosen ont émis l'hypothèse qu'il devait exister une théorie plus complète que la mécanique quantique, dans laquelle finalement des variables qu'on appellera variables cachées sont partagées par les particules A et B et permettent de prédire, de préencoder les résultats des mesures qui seront effectuées sur les particules A et B. Donc d'un côté, Einstein, Podolsky et Rosen émettent l'hypothèse que la description quantique de l'état du système n'est pas complète et qu'en réalité, il doit exister des variables, dites des variables cachées, qui permettent de prédire les résultats des mesures et qui préexistent finalement à la mesure. Ainsi, lorsque les particules se séparent, eh bien, elles partagent ces variables cachées et il n'y a plus besoin de cette action à distance lorsqu'on mesure la particule A sur la particule B. D'un autre côté, Niels Bohr et les tenants de l'interprétation de Copenhague considèrent qu'il faut prendre ce postulat de projection du paquet d'ondes au sérieux et donc il faut renoncer à une description locale de la réalité. Alors ce débat est resté une question ouverte pendant la majeure partie du XXe siècle en l'absence d'une théorie plus complète qui permettrait de donner corps à ces variables cachées. En fait, une très grande avancée a eu lieu dans les années 60 lorsque John Bell a proposé de réaliser des mesures très particulières sur un état intriqué. Et il a montré que dans le cadre d'une théorie à variables cachées, eh bien, ces mesures donnaient lieu à des inégalités qui doivent être satisfaites si les corrélations sont expliquées par des variables cachées. En outre, les prédictions de la mécanique quantique violent ces inégalités. C'est ce que nous allons voir dans la suite. En 1982, Alain Aspect et son équipe ont réalisé ces mesures et ils ont permis de trancher la controverse qui durait depuis presque 50 ans. Alors pour comprendre l'argument de John Bell, il faut se rappeler d'une chose qu'on a abordée dans une vidéo précédente. Nous avions vu qu'on pouvait réécrire l'état de Bell 0A, 0B plus 1A, 1B dans une base arbitraire qui correspond donc à une mesure tournée d'un angle θ par rapport à la verticale. Donc on avait vu que cela impliquait que lors de la mesure de A, eh bien, la particule B va être projetée. Si on trouve la particule A dans l'état plus, la particule B est projetée
cette fois-ci dans la base plus θ qui a été choisie par l'opérateur pour la mesure de A. Si l'opérateur trouve moins θ, eh bien, la particule B est elle aussi projetée sur moins dans la direction θ. Ainsi, le choix de la base dans laquelle on mesure la particule A n'est pas anodin et va finalement se répercuter au niveau de la particule B. On peut dans ce cas-là se demander ce que devient le coefficient de corrélation lorsqu'on réalise des mesures dans une base θA pour la particule A et dans une base θB pour la particule B. Alors pour cela, eh bien, on va recalculer les probabilités P++, P-, P+- et P-. La probabilité de détecter la première particule dans l'état plus est de 1,5. Il reste à multiplier cela par la probabilité de mesurer la particule B dans l'état plus, qui est donnée par le produit scalaire, plus θA, puisque la particule est projetée sur θA après la mesure dans plus, produit scalaire avec plus θB en module carré. Et donc, on obtient 1,5 de cos carré θA moins θB sur 2. On peut se convaincre facilement que cette quantité est également la probabilité P-, de détecter les deux particules dans l'état moins. De même, comme les détecteurs sont plus alignés l'un avec l'autre, il est à présent possible de détecter une particule dans l'état plus et l'autre particule dans l'état moins. De même, on calcule 1,5 de plus θA moins θB en module carré pour cette probabilité. Et donc on obtient 1,5 de sinus carré θA moins θB sur 2. De même, on peut montrer que c'est exactement la même quantité que P-. Donc le coefficient de corrélation, finalement, va valoir cosinus carré θA moins θB sur 2 plus sinus carré moins sinus carré de θA moins θB sur 2 qui est égal à cosinus de θA moins θB. On voit déjà, première chose, c'est que ce coefficient de corrélation ne dépend que de la différence des deux angles θA moins θB. D'autre part, comme attendu, lorsque les détecteurs sont alignés l'un avec l'autre, on observe des corrélations parfaites entre les deux détecteurs. Lorsque les détecteurs sont tournés de 180 degrés par rapport à l'autre, eh bien, ça revient à faire une renumérotation des états plus et moins pour l'un des deux détecteurs, et on obtient une anticorrélation parfaite entre les résultats. Entre ces deux valeurs, on a une dépendance sinusoïdale qui correspond donc au produit scalaire entre les états propres dans les bases tournées d'un angle θA moins θB. Alors ce qu'a montré John Bell par un argument assez simple, c'est que la forme de ces corrélations n'est absolument pas explicable par une théorie à variable cachée. En particulier, si on regarde pour les deux angles θA moins θB égale 45 degrés et θA moins θB égale 135 degrés, eh bien, on trouve deux valeurs. Le cosinus de 45 degrés égale racine de 2 sur 2 et cosinus de 135 degrés égale moins racine de 2 sur 2. Et on va voir rapidement que ces valeurs ne peuvent pas être expliquées dans le cadre d'une théorie à variable cachée. Alors pour cela, on va s'intéresser à la quantité S qu'on appelle signal de Bell, qui est la somme de 4 coefficients de corrélation qui sont donnés ici. Et on va s'intéresser en particulier à ces coefficients de corrélation pour des valeurs θ, θA', θB, θB' bien particuliers qui sont résumés dans ces schémas. Donc pour mesurer ce signal de Bell, il va falloir réaliser un grand nombre de mesures sur de nombreux états intriqués en variant systématiquement les configurations des détecteurs parmi les 4 configurations possibles afin de moyenner les coefficients de corrélation dans chacun de ces cas. Alors la prédiction de la mécanique quantique peut être calculée assez simplement puisqu'elle ne dépend que de la différence entre l'angle θA et θB. Donc cette différence, dans ces 3 cas ici, est égale à 45 degrés. Donc on obtient le coefficient de corrélation pour 45 degrés qui vaut racine de 2 sur 2.
Dans ce cas-là, l'angle entre θA et θB' est de 135 degrés, et on obtient C de 135 degrés égale moins racine de 2 sur 2. On obtient donc ici, au final, un coefficient de corrélation prédit par la mécanique quantique, un signal de Bell de 2 racines de 2. Alors on va voir que cette valeur ne peut absolument pas être atteinte dans le cadre d'une théorie à variable cachée. Alors précisons un peu ce qu'on entend par une théorie à variable cachée. Donc il s'agit d'une théorie dans laquelle, au moment où les particules se séparent, on tire une variable aléatoire lambda, dont la loi est ρ de lambda, et chacune des particules part avec une copie de la variable aléatoire lambda. Avant même que les particules n'arrivent au niveau des détecteurs, l'opérateur peut choisir dans quelle base la mesure aura lieu, donc soit θ, soit θA' pour la particule A, soit θB, soit θB' pour la particule B. Ensuite, les résultats de mesure sont des fonctions déterministes une fois qu'on s'est donné la variable lambda et le choix du détecteur θ. Donc on a 4 fonctions qui prennent leur valeur dans soit plus, soit moins 1. Et on va, pour abréger, noter petit a cette valeur, grand A' celle-ci, B et B', ces fonctions qui sont donc, j'insiste, déterministes une fois qu'on a fait le tirage de la variable lambda. Alors dans le cadre d'une théorie à variable cachée, on peut calculer le signal de Bell qui va être donné par l'espérance de la variable aléatoire AB plus A'B' plus AB' moins A'B. Et donc cette espérance, elle est donnée tout simplement par l'intégrale de la variable aléatoire sur la densité de probabilité ρ de lambda. Alors rappelons-nous quand même que dans cette notation abrégée, on a perdu le fait que les variables A, B, A' et B' dépendent de lambda. Alors on va faire quelque chose maintenant de très intéressant. On va écrire cette expression en factorisant ici A dans ces deux termes. On obtient A fois B plus B'. Et on va factoriser ici A' dans ces deux termes, donc plus A' fois B' moins B. Et si on se rappelle à présent que B et B' prennent leur valeur dans le doublet plus ou moins 1, donc vous pouvez vous convaincre assez facilement que l'une ou l'autre de ces quantités est nulle, tandis que l'autre vaut 2 en valeur absolue. Ainsi, on voit que cette quantité totale est inférieure ou égale à 2. Et donc on se retrouve à calculer l'espérance d'une variable aléatoire dont les valeurs sont forcément inférieures ou égales à 2. On obtient donc une quantité qui, dans le cadre d'une théorie à variable cachée, doit forcément être inférieure ou égale à 2. C'est ce qu'on appelle l'inégalité de Bell. Et on voit que cette inégalité est en contradiction avec la prédiction de la mécanique quantique qui nous donne S égale 2 racine de 2, qui est supérieur strictement à 2. En fait, dans les expériences d'aspect, eh bien, les valeurs trouvées sont parfaitement compatibles avec la mécanique quantique et elles violent l'inégalité de Bell, ce qui a permis donc d'exclure les théories à variables cachées locales. Depuis, de nombreux tests des inégalités de Bell ont été réalisés et à chaque fois, eh bien, c'est les prédictions de la mécanique quantique qui ont été validées. Cela a permis de clore la controverse et d'exclure ces théories à variables cachées.